spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, mesdames, si vous avez envie de vous habiller en homme et messieurs en femme, c'est l'occasion, car je vous emmène au bal de l'hôtel Plaza de New York et c'est le thème de la soirée. En entrant dans l'immense salle du Plaza pour ce bal mélange des genres, nous eûmes l'impression de pénétrer dans une autre dimension, dans laquelle il n'y avait plus ni homme ni femme, mais des créatures ambiguës dont le charme ou le ridicule mettait un peu mal à l'aise. Il était quasiment impossible de reconnaître quelqu'un au premier abord, tant les convives s'étaient bien travestis. Dans notre groupe, mes cousins Titus et Tancrède étaient déguisés en danseuses de cabaret, l'une en robe Charleston rouge et l'autre portant la même toilette, mais en bleu. Je dois dire qu'ils ne manquaient pas d'allure, du moins quand ils ne marchaient pas, car dès qu'il s'agissait d'avancer sur des talons hauts, les danseuses avaient du vent dans les voiles. Jenny et Barbara, en bonnes américaines, étaient habillées respectivement en Buffalo Bill et en Geronimo, le dernier des grands chefs indiens, et l'effet était tout à fait saisissant. Ma mère, elle, s'était transformée en Gavroche, avec une casquette sur la tête, un pantalon de coton épais, une chemise blanche et des bretelles, et avec sa nouvelle coupe de cheveux et son sourire d'ange, on aurait vraiment dit le petit gamin de Paris créé par Victor Hugo dans Les Misérables. Enfin, pour ma part, vêtue en queue de pie noire et haute forme sur la tête, j'étais restée classique, du moins pour le haut, car en dessous, je ne portais que des bas et des escarpins vertigineux qui me faisaient des jambes tout à fait présentables. Cette tenue plus qu'audacieuse ne choquait personne dans ces années qui étaient toujours folles. Cependant, lorsque je descendis l'escalier, je vis quand même quelques messieurs qui, bien qu'habillés en femmes, avalaient leur petit four de travers en regardant mes gambettes. Tous les hommes avaient joué le jeu, avec un résultat plus ou moins convaincant. Et l'on voyait des blondes, des brunes ou des rousses, dont les mollets poilus dépassaient sous les robes et dont les biceps faisaient craquer les coutures des chemisiers. Mais tout ça était réellement très drôle, et bon nombre de ces mâles conquérants comprirent ce soir-là ce que nous devions endurer pour être belles. Le champagne ne coulait pas à flot puisque nous étions officiellement en pleine prohibition. Cependant, je pense que le Plaza, en tant qu'établissement de prestige qui accueillait des étrangers venus du monde entier, bénéficiait de certaines faveurs, et les serveurs, en nous servant des jus de fruits, nous proposaient discrètement des verres dont le liquide ambré ressemblait furieusement à du jus de pomme, mais qui, à voir l'œil égrillard des convives, n'en était sûrement pas. L'ambiance était donc à la joie, voire même à l'hilarité, lorsque les invités se reconnaissaient soudain et hurlaient de rire en découvrant leur banquier ou leur dentiste déguisés en statue de la liberté ou en Matahari. Ma mère eut bien sûr son succès habituel auprès des hommes, mais elle fut également accaparée une bonne partie de la soirée par une jeune femme ravissante déguisée en arlequin. Cette dernière était danseuse à Broadway et elle était fascinée par la beauté et le style de ma mère. Elle lui confia qu'elle rêvait d'être actrice à Hollywood, mais que pour le moment, elle devait se contenter de danser dans une troupe à New York et de faire des tournées un peu minables. Elle avait une longue chevelure noire qui dépassait de son chapeau d'arlequin, et en contemplant avec admiration la coupe à la garçonne de maman, elle lui dit qu'elle n'oserait jamais franchir le pas. Ce à quoi ma mère rétorqua en riant que cela lui donnerait peut-être le petit « je ne sais quoi » qui manquait pour qu'elle attire l'attention. Avant de la quitter pour aller danser, ma mère se présenta à elle, et à son tour, la jeune fille lui dit son nom. Elle s'appelait Louise Brooks. Et peu de temps après, avec sa coupe de cheveux et son regard, elle deviendrait une icône du cinéma. De mon côté, je ne chômais pas, et j'enchaînais les valses et les foxtrots avec de drôles d'oiseaux qui, oubliant qu'ils étaient habillés en femmes, tentaient de me sortir le grand jeu sans réaliser que leur fard à paupières dégouliné, que leur rouge à lèvres filé et que leurs bas plissés. Bref, tout ça n'était guère appétissant, et j'en venais à me dire que finalement je ne serais pas si mal que ça dans mon lit avec un bon roman, quand soudain je fus littéralement arraché des bras de ma partenaire, soulevé dans les airs et reposé avec délicatesse par le seul homme de la soirée habillé en homme. Même si je n'étais pas disponible pour les choses de l'amour depuis la mort de Max, je ne pus toutefois m'empêcher de constater qu'il était parfaitement séduisant, avec sa carrure impressionnante, sa petite moustache et ses yeux noisettes qui semblaient rire en permanence. Lorsque je repris mes esprits, je lui dis que ce qu'il avait fait était tout à fait inconvenant, mais que je le remerciais du fond du cœur de m'avoir sauvé des griffes de mon cavalier en jupon. Lorsque je lui demandai pourquoi il était le seul à ne pas avoir joué le jeu en se déguisant en femme, il me dit qu'il était en femme, et plus précisément en George Sand. Le coquin connaissait donc la littérature française pour savoir qu'à l'instar de Colette, notre George Sand avait découvert les joies de porter l'habit masculin aux grandes dames de la société bien pensante. Nous étions tous les deux donc en habit, à la seule différence que lui avait un pantalon et moi pas. À ma grande honte, je dois avouer que je n'étais pas mal du tout dans ses bras, et je commençais à me laisser aller à une douce langueur, lorsque soudain, une harpie fondit sur nous en hurlant. «
Alors, c'est elle ta nouvelle conquête, The Duke. Il te les faut toutes, tu ne peux pas résister à une paire de jambes. Puis soudain, une seconde furie se précipita. Attention, Marmaduke, tu m'avais juré que tu m'aimais. Si tu continues, je vais me jeter du Woolworth Building. C'était à l'époque le plus haut gratte-ciel de New York. Et enfin, quand une troisième hystérique arriva et se jeta sur les deux autres en leur tirant les cheveux et en faisant voler mon haut de forme au passage, je compris que j'étais dans les bras du fameux Marmaduke Junior, le séducteur de ces dames dont la réputation sulfureuse n'avait pas du tout l'air usurpée. Laissant les chiffonnières se battre, il m'entraîna hors de la salle de bal. Et je crois bien que nous fûmes suivis du regard par tous les invités sans exception. Je voulus résister, ne voulant pas que ma mère et mes cousins pensent que j'oubliais bien vite Max. Je ne sais pas pourquoi, mes jambes suivirent cet individu visiblement peu recommandable avec un entrain dont je n'étais pas fière. Il ouvrit une porte et nous nous retrouvâmes dans la salle du petit déjeuner, bien évidemment déserte à cette heure-ci. Je me sentais un peu idiote et même intimidée tout d'un coup, car j'étais en tête-à-tête avec un inconnu, avec pour seul témoin les tasses à café et leurs soucoupes, ravissantes d'ailleurs, et je ne savais vraiment pas quoi dire, attendant vaguement d'être embrassée sans doute. Dieu que j'ai honte de ma faiblesse. The Duke m'attrapa la main, me la baisa en parfait gentleman, et me dit qu'il m'avait observé toute la soirée. Il s'était discrètement renseigné sur moi et avait appris que j'étais veuve depuis peu et mère d'une petite fille. Décidément, tout se savait très vite à New York. Il me trouvait jolie, piquante et rigolote. Il avait dû apprendre ce mot avec une maîtresse française. Et pensait que j'étais vraiment le genre de femme qu'il aurait adoré avoir comme épouse. Il me dit aussi qu'il mourrait d'envie de m'embrasser. Ah, et même davantage. Ah, mais qu'il ne le ferait pas. Ah. Je n'osais pas demander pourquoi, essayant de garder un soupçon de moralité, et l'explication vint immédiatement. Il me raconta qu'il était maladivement incapable de fidélité et qu'il ne pouvait pas résister aux femmes, que son grand-père était comme lui et qu'il lui avait transmis cette tare. Je pensais bien sûr immédiatement à la nymphomanie de mon arrière-grand-mère et me rappelai que ma grand-mère était persuadée que j'en avais hérité, ce que je n'étais pas loin de croire à cet instant où, le Duke s'étant encore rapproché de moi pour me faire ses confidences, je sentais une sorte de fluide passer de ses mains aux miennes et circuler dans le reste de mon corps, créant comme un appel vers le sien. Je me forçais à écouter les raisons qui faisaient que nous ne devions rien faire, mais j'ai une fois de plus honte de le dire, j'avais le feu au derrière. Heureusement, ma volonté de faire finit par gagner, et je me forçais à récupérer mes esprits au moment où il me disait que malgré tout, maintenant qu'il m'avait rencontré, il était hors de question que la suite de mon séjour new-yorkais se passe sans lui, et qu'en tout bien tout honneur, il m'invitait ainsi que toute ma famille dès le week-end suivant dans les Hamptons, où sa famille à lui avait une grande cabane de plage qui nous accueillerait en toute simplicité. Puis il me reconduisit galamment à la salle de bal, se présenta à ma mère, salua mes cousins qu'il connaissait ainsi que leurs épouses, et sortit du plaza entouré d'une nuée de jolies filles en criant qu'ils nous attendaient tous, enfants et nous compris, le vendredi suivant. Quand je me retournai vers maman et mes cousins, j'eus un petit moment de flottement car bien que rien ne se soit passé, j'avais quand même passé une demi-heure enfermée seule avec le plus grand séducteur de la terre et mes joues rouges et mon air hagard ne plaidaient pas en ma faveur. C'est pourquoi, dans un sursaut de dignité, je leur dis que tout allait bien, qu'il n'y avait rien d'ambigu entre lui et moi, et que de toute façon il n'était pas mon genre et que Max était toujours dans mon cœur, et qu'il s'agissait seulement d'une amitié naissante. Évidemment, personne ne me crut. Mais mes cousins étaient enchantés d'être invités dans les Hamptons le week-end suivant, car ils nous expliquèrent que c'était le lieu de villégiature de toutes les familles new-yorkaises fortunées, et que ce serait sûrement l'occasion pour eux de faire du business, et pour Jenny et Barbara d'avoir encore plus de clientes célèbres. Je réalisais à ce moment-là à quel point mes cousins étaient devenus américains, dans leur façon de penser sans cesse que tout pouvait être business, ce mot magique qui vous ouvrait toutes les portes. Cette soirée m'avait épuisée et je demandais à ma mère si elle était d'accord pour rentrer. Mais bizarrement, elle prit un air un peu gêné et me demanda si cela, justement, ne me gênait pas de partir sans elle, car elle s'amusait bien et n'était pas fatiguée du tout. Jenny et Barbara, qui travaillaient tôt le lendemain, décidèrent donc de rentrer avec moi et nous laissâmes maman au bon soin de mes cousins, qui était sur le point de conclure une affaire avec une Calamity Jane barbue, en réalité un riche armateur qui avait besoin de matériel pour ses navires de guerre. Le temps était doux cette nuit-là, et nous prîmes une calèche pour rentrer à l'appartement par Central Park. Toutefois, je ne parvins pas à profiter de la promenade, car entre ma rencontre avec Marmaduke et l'attitude étrange de ma mère, j'étais totalement déboussolée. Jenny et Barbara, très discrètes, me dirent qu'après une bonne nuit de sommeil, j'y verrais plus clair, et qu'il ne fallait pas que je m'en fasse pour ma mère, qui après tout n'était plus une enfant. Cependant, elles eurent beau dire. Je ne fermai pas l'œil jusqu'à ce que je l'entende rentrer à 3 heures du matin en sifflotant doucement. Ma mère n'avait jamais siffloté de sa vie. Je ne croyais pas mes oreilles. Toutefois, je n'osais pas aller la voir pour lui demander ce qui lui arrivait, car même en étant très proche d'elle, je ne me sentais pas le droit d'intercéder dans sa vie privée. Je me recouchai donc extrêmement perplexe.
Le lendemain matin, la vie reprit vite son cours, avec un réveil en fanfare par Flora et la bande des 4. Ma fille était devenue une vraie petite américaine et s'épanouissait de jour en jour, ce qui m'emplissait de bonheur. Lorsque nous annonçâmes à cette joyeuse troupe que nous allions passer le week-end au bord de la mer dans une cabane, l'excitation fut telle que les bols de porridge valsèrent et Mademoiselle Fabre se retrouva couverte de flocons d'avoine, ce qui remplit Marie-Antoinette d'aise. 2 jours plus tard, nous reçûmes de la part de Marmaduke une invitation en bonne et due forme. Et le vendredi matin, dès 9h, nous étions tous sur le pied de guerre pour partir découvrir les Hamptons et beaucoup d'autres choses. Oui, Archie ? Vous détestez Marmaduke ? Oui, je comprends. Moi-même, je ne suis pas fan de vos amours de jeunesse. Et il n'y a que des snobinards dans les Hamptons. Vous avez sans doute raison, mais ça ne se dit pas. Vous, boudez. D'accord, j'arrive. Je vais le faire débouder. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the ritz.